Je voulais dire en introduction qu'il y a en astronomie un paradoxe qui peut paraître étonnant. D'un côté, la voûte céleste, la voûte étoilée, qui est immobile avec des constellations fixes que pourrait reconnaître aussi bien Platon, Charlemagne, parce qu'il a inventé l'école quand même, Victor Hugo pour la poésie. Je n'ai pas dit Donald Trump, je ne vais pas jusque-là. C'est raté. Et puis de l'autre, des astres, des monstres dont la débauche d'énergie, la violence de l'activité n'a pas de comparaison à l'échelle humaine. Mais quel est leur rôle dans le cosmos? Voilà le thème d'agitation dans l'univers, la présentation qui va être faite par Isabelle Grenier. Isabelle est astrophysicienne, professeure à l'Université Paris Diderot, chercheur au laboratoire AIM au CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. J'ai bien appris ma leçon. À Saclay, aux énergies alternatives, en espérant qu'elles soient aussi renouvelables. Isabelle est associée donc à l'Observatoire spatial Fermi de la NASA, lancé en 2008 pour observer le ciel en rayons gamma, et donc nous allons en sa compagnie découvrir l'activité étonnante des astres les plus puissants de l'univers. C'est à toi, Isabelle. Merci. Je vais faire un test de micro. Oui, ça marche. Merci beaucoup d'être là, même si c'est une après-midi pluvieuse. Je voulais surtout prendre une toute petite, un petit instant pour vous remercier tous du grand nombre de messages de sympathie, d'amitié que vous avez adressés via le web ou directement pour le décès d'André Braic. Donc je voulais vraiment vous remercier de toute l'amitié que vous lui témoignez et qui l'aurait beaucoup touché. La science continue, et donc ce que je vous propose, c'est justement d'aller faire un petit tour dans cet aspect agité de l'univers. Alors précédemment, j'étais venue vous raconter ce que faisait Fermi dans le détail, et avec comment marchent un petit peu ces astres hors normes, que sont des trous noirs, des étoiles à neutrons et des choses comme ça. Mais là, je voulais changer d'éclairage et peut-être vous donner un aspect plus global et surtout plus novateur, parce que on commence tout juste à avoir les moyens de réfléchir au fait que ces objets hors normes ne sont pas du tout des bizarreries de l'univers qui fonctionnent dans leur petit coin et on ne sait pas du tout comment, c'est ce qu'on cherche à comprendre, mais ce sont aussi des acteurs parfaitement prenant de l'évolution de l'univers. Ils sculptent l'univers, ils ont un impact sur l'univers, et on le soupçonnait, mais on commence seulement à lever un petit peu ce coin d'informations et surtout à avoir les moyens d'essayer de comprendre pourquoi ils sont si importants, parce que vous imaginez bien qu'au lieu d'étudier un objet seul, il va falloir étudier les interactions entre les objets, les couplages entre les objets, et que ça devient beaucoup plus difficile à faire. Alors, le problème, il est le suivant, il est tout simple. Le problème qu'on pose aux astrophysiciens, c'est comment, en 13,8 milliards d'années, passer de quelque chose qui est très homogène, que nous révèle le rayonnement fossile vu par Planck, donc une densité de matière très homogène avec des tout petites granularités de droite et de gauche, et arriver 13 milliards et demi plus tard à des choses très structurées qui forment des étoiles, qui forment des galaxies, qui forment des disques planétaires et des planètes avec éventuellement la vie dessus comme pour nous. Donc on a deux styles d'interaction en présence. On a des agents d'évolution qui sont calmes, qui agissent à très grande durée et un petit peu subrepticement. On les connaît bien, c'est l'expansion de l'univers d'une part, c'est la gravitation de l'autre part. Un qui est plus discret pour vous, c'est toute la notion que le gaz refroidit. Dès que vous mettez quelque chose d'autre que de l'hydrogène et de l'hélium, vous commencez à avoir des canaux de lumière qui se mettent en place, les atomes rayonnent beaucoup plus, et du coup, ils refroidissent le gaz. Et comme ça, un gaz qui est froid peut se condenser davantage. Donc, un gaz chaud, vous n'arriverez jamais à faire une galaxie ou une étoile avec. Il faut qu'il refroidisse pour pouvoir se ramasser sur lui-même et s'effondrer pour former les objets qui nous entourent. Donc ça, c'est un acteur très important de l'évolution de l'univers, bien qu'il soit discret. Et de l'autre côté, il ne faut pas faire trop vite. On a 13,8 milliards d'années, ça a l'air très très long. Et en fait, non.
Le problème, c'est que si on met dans nos codes aujourd'hui compliqués qui font les études de cosmologie, on met les processus de physique qu'on connaît, on va beaucoup trop vite. On forme trop de galaxies trop tôt, on consomme tout le gaz trop rapidement et on fait des étoiles partout, des galaxies partout et on ne laisse plus l'univers évoluer comme encore être actif aujourd'hui. Donc il faut quelque part qu'on ait tous ces agents sculpteurs doux mais inexorables, ceux-là, et de l'autre côté, il faut qu'on mette de l'agitation. Il faut absolument qu'on empêche les galaxies de se former trop vite, qu'on empêche les étoiles de consommer tout le gaz des galaxies pour ne faire que des boules comme des galaxies elliptiques que vous connaissez bien, où il n'y a plus de gaz et il n'y a plus que des étoiles. Et il faut absolument mettre de la pagaille. Et donc c'est un petit peu l'idée que je voulais suivre avec vous aujourd'hui, c'est que comment mettre de la pagaille dans l'univers, c'est avant tout par les objets de haute énergie. Ce sont des interactions, des collisions entre les objets, ça c'est dans les codes et on les connaît via leurs actions gravitationnelles, mais il y en a d'autres qui apparaissent aujourd'hui et qui sont majeures dans ce problème. Il y a les explosions d'une part et il y a les éjections d'autre part. L'idée qu'on utilise la gravitation, on utilise les explosions pour prendre de l'énergie à petite échelle et aller la redistribuer ailleurs à plus grande échelle. Et en la redistribuant à grande échelle, on va mettre de la perturbation, on va chauffer les gaz, on va les rendre beaucoup plus mobiles, beaucoup plus excités, et du coup, on va empêcher cette force inexorable de sculpture, de coalescence et d'effondrement de fonctionner pour faire trop de galaxies et trop d'étoiles trop tôt. C'est un petit peu le message d'aujourd'hui, je vais essayer de l'illustrer de plusieurs manières. Alors pourquoi ce problème apparaît aujourd'hui ? Il apparaît aujourd'hui parce que d'abord, on a tout l'attirail de toutes les longueurs d'onde possibles et imaginables à regarder. Ça va être pas du tout ce qui va arriver dans la décennie qui suit, et encore pire, dans 20 ans. On va perdre des grands pans d'informations parce que la programmation des outils spatiaux n'a pas été optimale dans la décennie précédente. Et du coup, on va manquer de télescopes en infrarouge, on va manquer de télescopes en ultraviolet. En rayons X, on va s'en tirer, en gamma tout juste. Après Fermi, rien n'est prévu et rien n'est possiblement prévu parce qu'on a mis la technologie la meilleure qu'on pouvait imaginer aujourd'hui. On n'a pas trop d'idées pour aller plus loin. Le sol va s'en tirer mieux avec les radiotélescopes puisqu'il y a le projet de très grands radiotélescopes au sol. Et en optique, il y a beaucoup à faire avec les géants de télescopes au sol et évidemment le James Webb qui va décoller en 2018. Mais on ne va plus avoir cette information aussi complète que ce qu'on a eu depuis 20 ans. Et donc, il faut tirer parti énormément de cet âge d'or qu'on vit en ce moment, décennie d'or, où on a ces informations combinées et on peut observer les objets sous toutes ces couleurs en même temps. Et l'autre progrès, c'est justement que ces instruments, dans toutes les lumières, ont fait énormément de progrès. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus seulement capable de vous montrer des images, mais on est aussi capable de vous montrer des films, de l'animation, donc de suivre le côté évolutif, parfois dramatique, très impulsif, de ces objets. Alors, vous connaissez ces éruptions solaires, je vous ai mis la Terre ici pour vous donner une petite idée de l'importance de ces éruptions, mais c'est peanuts à côté de ce qu'on peut faire avec les objets de haute énergie. Le Soleil est une étoile calme, gentille et qui s'énerve un tout petit peu avec des dimensions très modestes. D'autres étoiles font beaucoup mieux. Mais parce qu'on a fait des progrès technologiques et qu'on peut vous montrer ces films, parce qu'on a assez de sensibilité aujourd'hui, on peut aussi vous montrer des éruptions d'étoiles en rayons gamma. Ici, vous avez une hypernova qui explose, c'est-à-dire que vous avez l'énergie de 1000 milliards de soleils qui sont relâchés en une fraction de seconde, voire 1, 2, 3 secondes. Le film est dans la bonne durée ici, je n'ai pas triché sur les échelles de temps. Ou bien vous pouvez voir ce que vous avez sur la map monde du ciel ici, de Fermi, où on a mis toutes les éruptions. Donc vous regardez toutes les directions du ciel ici, de la voûte céleste, et vous avez chaque point qui s'allume. C'est une éruption d'un grand trou noir, un trou noir au cœur d'une galaxie qui fait des centaines de millions, voire des milliards de masses solaires. Et si vous aviez des yeux gamma, voilà, le ciel s'illuminerait sans arrêt au fil des jours, des semaines ou des mois. Vous n'auriez jamais les mêmes trous noirs qui s'activent dans toutes les directions. Donc ce caractère animé de l'univers nous apparaît aujourd'hui grâce aux progrès technologiques qui nous permettent de suivre autrement qu'en cumulant les données sur des durées aussi longues que ce qu'on peut pour grappiller le moindre photon qui passe. Donc cet aspect animé a 3 sources derrière. Le fait qu'on puisse
faire bouger ces objets à haute énergie sur ces échelles de temps, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère rapidement des particules à des énergies qui sont relativistes, hein, c'est-à-dire que ce sont des particules qu'on va envoyer à des fractions de la vitesse de la lumière très très proches de la vitesse de la lumière, à 0,999 fois la vitesse de la lumière. Et il n'y a pas 36 processus physiques pour faire des accélérations aussi phénoménales et aussi rapides. En gros, vous faites du sport en faisant soit du ski, soit du vélo, soit du surf. Donc, dans le cadre du ski, vous allez prendre un objet compact, une étoile à neutrons, un trou noir, et puis vous allez laisser faire la gravité et descendre à ski simplement dans le champ de gravité de l'objet. Et là, vous gagnez de l'énergie. Vous le savez, quand vous descendez sur les pistes de ski, c'est ce qui vous fait descendre. Ou bien vous faites du vélo. Alors, le vélo, c'est comme la dynamo du vélo, c'est que vous faites tourner un champ magnétique. C'est un petit aimant sur votre vélo. Nous, on va prendre le champ magnétique d'une étoile à neutrons ou le champ magnétique de la matière qui tourne autour d'un trou noir. On fait tourner, vous avez un courant qui sort, ça vous donne une accélération. Ou bien, vous tirez profit de l'onde de choc, du champignon, d'une explosion d'étoiles, par exemple. Et vous allez faire comme les surfeurs, vous allez passer de part et d'autre, entrer, sortir de l'onde de choc. Et du coup, vous allez gagner de l'énergie. Voilà les 3 processus qui sont derrière, avec les mains illustrées et imagées, bien sûr, mais ce sont ces processus qu'on essaie de comprendre. Mais ces processus, dans tous les cas, vous font des populations de particules extrêmement énergétiques. Et le but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu quel est leur destin et en quoi elles vont faire évoluer l'univers de manière différente. Alors pour faire, on va les prendre un petit peu dans l'ordre. Donc on commence par le vélo. Donc pour le vélo, vous voyez ici un petit montage que je vous ai réalisé qui montre que quand vous avez fait tourner votre dynamo, ici vous avez une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est simple, vous prenez le soleil et vous le mettez dans un atoll tahitien. Ça vous donne à peu près la dimension qu'il faut atteindre. Et donc cette étoile hyper compacte que vous ramenez dans cet atoll a une gravité phénoménale, 1000 milliards de fois la pesanteur terrestre, on n'imagine même pas ce que ça veut dire, mais elle a surtout un champ magnétique intense, 100 millions de Tesla. Les petits aimants que vous collez sur vos frigidaires, c'est 1/10 de Tesla. Donc vous êtes 1 milliard de fois supérieur. Et si l'EDF avait des alternateurs avec ces champs magnétiques-là, on n'a plus de crise d'économie d'énergie sur Terre, puisqu'elle pourrait délivrer, au lieu de délivrer les quelques milliers de volts que peuvent faire les alternateurs traditionnels, elle peut délivrer 1 million de milliards de volts aux bornes de votre petite dynamo de bicyclette. Donc, il est clair que le moindre électron qui va passer par là va subir une accélération phénoménale et du coup va se mettre à rayonner. Et ici, vous avez un petit montage qui vous montre les émissions qui vont être émises du type radio et les émissions qui sont émises du type, ça c'est le rose, et les émissions qui sont émises par ces électrons super accélérés en rayons gamma. Vous voyez elles ne rayonnent pas au même endroit. Et ça fait une jolie fleur parce que si vous regardez en radio ou en gamma, à chaque fois que le pinceau de lumière vient vers vous, vous avez un flash lumineux. Alors le flash lumineux, c'est l'image du phare qu'on a tous utilisé pour expliquer les pulsars, sauf que l'image du phare avec un faisceau bien collimaté, c'est uniquement pour les rayonnements de basse énergie. Pour les rayonnements de haute énergie, on est plutôt du type floral. Mais toujours est-il qu'il y a une accélération énorme d'électrons dans ces régions-là. Et vous voyez ici une vraie image prise par Fermi où vous avez ralenti, parce que l'étoile à neutrons de Vela ici tourne beaucoup trop vite pour que vous la voyez avec vos yeux. On l'a ralenti, mais vous voyez très bien la pulsation. À chaque fois qu'un de ces pinceaux de lumière gamma vient dans notre direction, ça flash. Donc déjà là, on a une source d'accélération, mais bon, les particules restent dans leur environnement. Mais ensuite, elles vont quitter la dynamo, elles vont partir plus loin, elles vont aller beaucoup plus loin. Ici, vous avez l'exemple de la nébuleuse du crabe avec le pulsar qui est ici, qui clignote. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que de temps en temps, il y a des éruptions supplémentaires. Et ces éruptions supplémentaires, vous la voyez ici, le pulsar qui n'était pas visible est devenu brutalement extrêmement brillant pendant quelques heures. Et ça veut dire que pendant quelques heures, vous avez accéléré les électrons à 100 fois ce qu'est capable de faire le fameux accélérateur du CERN, le LHC. Or, si vous vous en souvenez, ça n'est pas en quelques heures qu'on a mis le LHC en route. Ça prend du temps, il faut monter en puissance tout doucement, et c'est même tellement difficile à faire que si vous vous en souvenez, on a même fait exploser les aimants la première fois.
Donc le pulsar du crabe, lui, s'amuse à faire ça de temps en temps. Il l'a fait déjà 5-6 fois depuis que Fermi le surveille. Et vous avez des éruptions comme ça colossales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éruptions alimentent en particules de haute énergie tout ce que vous voyez ici en bleuté, en rayons X, cette forêt de particules qui va aller se promener un petit peu plus loin, qui pour l'instant est encore dans la partie du reste de supernova, du reste ancien de l'explosion qui a eu lieu en 1054, mais qui un jour va aller se promener dans le milieu interstellaire autour et qui pourra avoir une action parce que ces particules peuvent faire des tas de choses au gaz environnant. La première chose qu'elles vont faire, c'est de perturber ce gaz, le gaz qui va former les étoiles. Et de temps en temps, vous avez des éruptions plus dramatiques. Ici, vous avez un exemple de dynamo extrêmement puissant, parce que le champ magnétique est encore pire que sur une étoile à neutrons normale. Et le champ magnétique s'est enroulé dans la rotation de l'étoile tellement que de temps en temps, ça craque. Il y a un véritable séisme, c'est-à-dire un réarrangement brutal de la croûte de l'étoile et une éruption qui va avec. L'éruption, la dernière de cet objet a eu lieu en 1998, ça fait une modeste fois 100 000 fois la luminosité du Soleil ce jour-là, mais regardez l'impact. C'est-à-dire que cette énergie est allée se promener sur 7 années-lumière. C'est-à-dire que si ça arrivait chez Alpha du Centaure, on serait totalement perturbé par ce genre de phénomène. Grand Dieu, l'Alpha du Centaure est une étoile bien calme. Mais si on habitait pas loin d'une étoile comme ça, vous voyez que ces objets ont un impact sur leur environnement, sur des distances très importantes. Donc ça, c'est un premier environnement proche. On ne perturbe pas trop loin. Si on passe sur le moteur, non plus du vélo, mais si on passe sur le moteur du surf, sur lequel on va insister un tout petit peu plus. Vous avez ici ces explosions d'étoiles, parce qu'on va faire du surf sur l'onde de choc de ces explosions. Et ici, vous voyez ces explosions d'étoiles qu'on connaît bien, les supernovae. Vous avez des supernovae visibles dans des galaxies externes. Nous, on en a 1, 2 ou 3 par siècle dans notre galaxie, sauf que la galaxie est très embêtante en ce moment, puisque depuis le XVIIe siècle, elle ne veut plus nous en donner, elle est embêtante. Mais on en aura une bientôt, on espère, tous, pour au moins les étudier. Mais vous avez ces explosions qui sont des explosions de type normal. Alors, pour avancer, je vais mettre toujours 2 colonnes pendant quelques instants. Vous allez voir à gauche 2 types d'activités et à droite 2 types d'activités de ces explosions. À gauche, vous avez des explosions qui vont provenir d'étoiles normales, quelques fois la masse du Soleil, 5, 6, 7, 8. Disons qu'au-dessus de 8 masses solaires, on est presque sûr qu'elles vont exploser. Mais jusqu'à quelques 10, 20, 30 masses solaires, ça va être une explosion à peu près normale. Maintenant, quand c'est une beaucoup plus grosse étoile qui va exploser, on ne va plus du tout avoir les mêmes caractéristiques de l'explosion. Donc à gauche, on va avoir les supernovae, à droite, on va avoir les hypernovae. Et donc voilà 2 candidates qu'on aimerait bien voir exploser un jour. À gauche, vous avez Bételgeuse, vous savez, cette étoile rouge de la constellation d'Orion qu'on admire tous, qui va un jour sans doute exploser, puisqu'elle est à 15 fois la masse du Soleil. Donc c'est la seule étoile pour laquelle aujourd'hui on ait une image, c'est-à-dire, bon, pas beaucoup de pixels, je vous l'accorde, mais quand même quelques pixels. C'est une étoile qu'on peut résoudre avec nos instruments aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très loin. Et puis, cette énorme et magnifique étoile qui fait, elle, quelque chose entre 80 et 100 fois la masse du Soleil, et donc qui va exploser beaucoup plus rapidement que Bételgeuse certainement, mais malheureusement, elle ne nous a pas indiqué la date pour qu'on puisse pointer tous les télescopes ce jour-là. Donc, les explosions de supernovae sont importantes. Vous avez ici une explosion, vous voyez qu'à elle seule, cette explosion était aussi lumineuse que toutes les étoiles, les millions d'étoiles du cœur de cette galaxie. Donc, vous voyez à l'œil l'ampleur du phénomène. Dites-vous que tout ce que le Soleil va utiliser comme énergie ou donner comme énergie pendant 8 milliards d'années, c'est-à-dire pratiquement toute la durée de sa vie, va être relâché en quelques secondes dans une explosion. Donc, c'est à peu près l'énergie cumulée du Soleil pendant sa vie dont vous disposez et que vous mettez à profit pour l'envoyer dans le milieu extérieur pendant quelques secondes.
Et à droite, pour l'hypernova, alors là, c'est le chiffre à peu près de 100 fois une supernova normale. Il y a beaucoup plus d'énergie dans cette explosion. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est que cette explosion était tellement lumineuse qu'au lieu d'avoir... Ce jour-là, on a vu la lumière directe arriver vers nous, mais on a vu aussi de la lumière qui a fait l'école buissonnière. C'est-à-dire, elle est partie de l'étoile, elle est allée voir dans le milieu à côté, et elle a ricoché sur le gaz environnant pour revenir vers vous et être captée par les télescopes. Donc au lieu de venir en ligne directe, elle a fait ça et elle est revenue vers vous, ce qui fait qu'elle est arrivée plus tard. Et vous voyez comme ça l'onde lumineuse qui avance autour de cet objet, tellement cet objet est lumineux quand il a explosé. Alors, Hubert va vous en parler après, mais ces explosions sont différentes. C'est-à-dire que quand vous avez une supernova, vous êtes à peu près une explosion la même dans toutes les directions, vaguement sphérique, et vous avez des éjectats qui vont aller à 8000 km par seconde à peu près. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis que ça vous permet d'aller passer pas le week-end, mais la semaine en vacances du côté de Jupiter, justement pour voir les lunes dont on parlait juste dans la conférence précédente, vous faites Terre-Jupiter en 3 jours, vous revenez en 3 jours, donc avec 10 jours de vacances, vous pouvez aller faire le tour. Donc ces chiffres sont très importants. Voilà le reste de l'explosion qui a eu lieu en 1572 avec Tycho, et vous voyez très très bien dans ce montage de plusieurs longueurs d'onde, infrarouge, optique, rayons X, regardez l'ourlet bleu ici. Cet ourlet bleu, c'est l'onde de choc. C'est sur cette onde de choc qu'on va aller faire du surf. Et quand vous êtes une grande étoile qui explose, une hypernova, à ce moment-là, vous allez une explosion beaucoup plus focalisée, qui fait que vous allez non pas à Jupiter en 3 jours, mais vous mettez qu'une quarantaine de minutes pour l'atteindre, parce que là, vous avez des vitesses qui deviennent relativistes dans l'explosion et qui partent très très vite. Et vous avez le même phénomène d'ondes de choc à l'avant ici, puis des ondes de choc à l'intérieur, sur lesquelles on va pouvoir surfer. Et ce jet sort des régions centrales le premier. La supernova, l'étoile va exploser après, à peu près 20 jours après. Donc vous voyez que quand on a le signal du jet, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une supernova dans les jours qui suivent et on pourra regarder. Donc vous avez 2 types d'activités. Ici, pour les supernovae, je pense qu'Hubert, tu vas en parler, c'est toute l'activité de formation des métaux lourds, enfin les métaux lourds pour nous, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium. Donc vous allez faire tous les atomes qui vont aller jusqu'au fer à peu près. Et en fait, on commence à réaliser aujourd'hui que pour aller au-delà du fer, il y a l'explosion elle-même, il y a l'énergie. Vous relâchez les atomes qui ont été forgés à l'intérieur par la fusion nucléaire à l'intérieur de l'étoile. Ça, c'est la première étape. Puis ensuite, pendant l'explosion, vous allez enrichir ces atomes avec des neutrons parce qu'il y a suffisamment d'énergie et suffisamment de vitesse de tout ce gaz pour arriver à faire des atomes plus lourds. Au-delà du fer, ça c'est intéressant, mais en fait on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant pour faire les atomes les plus lourds. Au-delà de l'argent, tout ce qui est or, plomb, titane qu'on a tous dans la pièce ici, ce n'est pas tout à fait suffisant, donc les gens commencent sérieusement à regarder si ce ne sont pas les hypernovae qui nous ont apporté ces atomes, qui ont forgé ces atomes les plus lourds. Donc si vous portez de l'or ou de l'argent sur vous, dites-vous qu'il y a une chance qu'elle soit passée par le canal d'une explosion d'hypernova et non pas de supernova, ce qui fait toujours un petit peu rêver. Donc vous avez cette explosion, mais pour ne pas parler de la partie fusion de l'histoire, on va parler de l'onde de choc qui est ici en rayon, et cette onde de choc, on va pouvoir faire du surf dessus. J'ai mis 2 petits personnages qui jouent au badminton ou qui jouent au tennis ici. L'idée n'est pas de moi, je rends hommage à Enrico Fermi qui a eu cette idée avec Frank Capra pour faire un film adorable sur l'accélération des rayons cosmiques. Vous avez ces 2 petits personnages qui jouent au badminton et qui s'amusent en fait avec les champs magnétiques qui sont de part et d'autre de l'onde de choc. Et vous savez tous que quand 2 joueurs montent à la volée au tennis, ils ne vont pas jouer longtemps. Parce que la balle est tellement accélérée entre le jeu des raquettes qui sont convergentes qu'au bout de 2-3 échanges, ils n'ont plus, même avec tout leur entraînement, la capacité d'aller recueillir la balle un tout petit peu plus loin parce qu'elle va beaucoup trop vite. En fait, les champs magnétiques de part et d'autre de ces ondes de choc vont faire le jeu de 2 raquettes qui montent à la volée et vont accélérer les particules. Alors ça, on s'en doute depuis pas mal d'années, c'est probablement le processus principal pour faire les rayons cosmiques, mais
on n'avait pas la preuve directe de ça. On savait que ça accélérait les électrons depuis très longtemps parce qu'on les voyait en radio, mais on n'avait pas de preuve directe. Et avec Fermi, on soupçonne fort d'avoir enfin capté, en rose ici, le signal de l'accélération des protons et pas des électrons. Parce que les protons, ça ne rayonne pas. Donc même s'ils sont accélérés, on a beaucoup de mal à savoir qu'ils sont là. Donc on a probablement signé, je dis probablement parce qu'on a 3 cas, on aimerait bien en avoir quelques-uns de plus, on a probablement enfin le signal que ces ondes de choc jouent à la volée et nous accélèrent des particules. Mais la surprise, elle est qu'il y a beaucoup d'énergie de l'explosion qui part dans cette accélération. Quelque chose comme 20, 30, 50, 60% de l'énergie même de l'explosion, de la chaleur, de tout ce qu'il y a dans cette explosion, au lieu de partir à faire de la nucléosynthèse, de faire de l'enrichissement, de pousser la bulle pour qu'elle aille plus loin, une grosse partie de l'énergie part dans l'accélération des particules. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on révise complètement notre compréhension de l'objet parce qu'il y a un canal de fuite d'énergie qu'on n'a absolument pas pris en compte jusqu'à il y a une petite 5-6 ans à peu près. Les calculs sont en cours et ça change pas mal l'interprétation qu'on peut avoir des autres signaux de l'émission en rayons X et autres. Mais surtout, ça fournit une importante quantité de particules de haute énergie qui ont des vitesses très très proches de la vitesse de la lumière, qui ne vont pas rester là. Une fois qu'elles ont joué à cache-cache avec l'onde de choc, elles vont partir quand l'objet va se diluer dans le milieu environnant. Elles vont partir et elles vont aller se promener, se sculptent chargées. Ce sont des protons, ce sont des noyaux d'hélium, ce sont des électrons. Elles vont aller se promener un peu partout et elles vont aller se promener dans la galaxie. Ce qui fait que nous, on a un mal fou à savoir d'où elles viennent. Elles portent ce nom très mauvais de rayons cosmiques. Ce ne sont pas des rayons au sens, ils sont bien cosmiques, mais ce ne sont pas des rayons au sens lumière, ce sont des particules. Ces particules vont se promener un peu partout, mais comme elles sont chargées, elles vont jouer sur tous les champs magnétiques qui traînent. Elles ne vont pas du tout marcher en ligne droite comme le font les grains de lumière. Elles vont partir en zigzag dans tous les sens, et là où vous avez émis des particules par une explosion d'étoiles ici, une supernova ici, vous allez les retrouver venant du dos, plus loin, dans l'environnement solaire, ici. Ce qui fait qu'on ne sait pas du tout d'où elles viennent. Ça, c'est le problème énorme qui fait que depuis 1915, on est très embêté, puisque ces rayonnements cosmiques, on les connaît, on les mesure in situ dans le système solaire. Maintenant, un tout petit peu à la sortie du système solaire avec Voyager, mais par contre, on a un mal fou à savoir qui les a produits et où elles ont été produites et comment elles se distribuent dans la galaxie. Mais ce qui est important, et on les voit bien ici, vous voyez ici la carte de la voûte céleste entière vue par Fermi, et vous avez en rayon gamma, donc vous avez cette grande barre ici partout de lumière, gamma intense, et 80% de la lumière que capte Fermi en rayon gamma vient des interactions de ces particules avec le gaz qu'il trouve sur sa route, le gaz qui est entre les étoiles, qui n'attend qu'une chose, c'est de former un jour des étoiles. Or, il va y avoir ça c'est pour la vision à l'intérieur de notre galaxie, et ici, les radioastronomes se sont amusés à prendre plein d'images de galaxies voisines, de galaxies qu'on voit par la tranche, et en ondes radio, et ils ont empilé les images. Et en fait, vous voyez qu'il y a un halo autour d'émissions radio, autour des galaxies. Ils ont pris 80 galaxies pour faire ça, parce que c'est très très faible. Mais vous voyez ce halo est rempli de particules de rayons cosmiques. Donc vraiment, les rayons cosmiques sont nés quelque part par des explosions d'étoiles dans la galaxie, mais ils vont aller se promener partout dans une galaxie, et même en dehors de la galaxie, tout autour. Et l'importance qu'ils ont, c'est que ce sont des particules chargées. Ce sont des particules dangereuses pour la vie, ça c'est clair, mais ce sont des particules qui ont la capacité de modifier les propriétés du gaz sur leur route. Elles vont ioniser le gaz. Et il faut savoir que ce gaz qui forme les étoiles, la plupart pour passer du gaz qui forme des neutres partout, qu'on voit qui est de l'hydrogène neutre, tranquille, avec un atome par centimètre cube en moyenne, ça ne va pas former une étoile. Ça. Il faut arriver à laisser la gravité faire, à ce qu'elle condense le gaz pour en faire des boules beaucoup plus denses, pour arriver à simplement aborder la possibilité de faire une étoile. Or, pour que ce gaz se contracte, il faut qu'il soit extrêmement réactif d'un point de vue de refroidissement et d'un point de vue de perdre son énergie facilement pour pouvoir laisser la gravité le sculpter.
Justement, ce sont les particules de haute énergie qui contrôlent une grande partie de ce processus. Donc vous voyez que si c'est anodin de jouer aux raquettes de tennis dans un reste de supernova, dans un petit coin de la galaxie, ces particules vont aller se promener partout et elles vont modifier la capacité du gaz beaucoup plus loin à former des étoiles. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à étudier un petit peu et qui rentre tout juste dans les considérations de pourquoi les galaxies ne forment pas autant d'étoiles que ce qu'elles devraient avec notre compréhension actuelle. Elles forment aussi toutes les molécules. La chaîne pour faire des molécules vient du fait qu'il faut que vous ayez toutes les molécules complexes, CO, CS, HCO, tout ce que vous avez comme molécules de la chaîne carbonée, c'est-à-dire des choses qui vont éventuellement aller jusqu'à des acides aminés dans le milieu interstellaire. Il y a une chimie extrêmement riche dans le milieu interstellaire. Toute cette chimie est contrôlée par le premier étage des formations de molécules, et le premier étage des formations est contrôlé par ces particules. Donc vous voyez qu'elles ont l'air anodines, elles ont l'air d'être un épiphénomène d'une explosion d'étoiles, enfin de plusieurs explosions d'étoiles dans des petits coins, et en fait, elles ont un impact général. Et cet impact général est encore plus vrai quand vous avez une galaxie qui forme des étoiles à tour de bras. Parce que dans ces galaxies à flambée stellaire, vous formez des tonnes d'étoiles massives, donc des tonnes de supernovae, donc des tonnes de rayons cosmiques. Et vous avez une boucle de rétroaction qui fait que plus vous formez de supernovae, plus vous avez de particules de haute énergie, et plus vous allez empêcher le gaz, ou gêner le gaz, ou modifier sa capacité à faire des étoiles. Donc vous voyez que ce ne sont pas des particules du tout anodines. Elles ne sont pas du tout anodines non plus, parce que dans les régions centrales, où vous voyez qu'une grosse partie du gaz est carrément éjectée de la galaxie, ce gaz est éjecté parce qu'il y a tellement de lumière de toutes ces étoiles qu'il est poussé par la lumière pour sortir, mais il est aussi poussé par la pression des particules de haute énergie. Si j'enlève la pression des particules de haute énergie, on décolle beaucoup moins et on ne va pas aussi loin. Donc, vous voyez que ce gaz qui est rentré dans la galaxie, qui aurait dû former des étoiles là, repart dans le milieu intergalactique sous la pression, en partie, de cet aspect haute énergie de l'activité des étoiles et des galaxies. Alors, c'est très difficile pour nous de le faire à grande distance, dans les galaxies proches, parce qu'on n'a pas en rayon gamma la résolution. Pour nous, ce sont des points, les galaxies proches. On a juste les nuages de Magellan qu'on arrive à distinguer un tout petit peu, mais au-delà, on n'a aucune capacité de voir le détail que je vous montre sur ces magnifiques photos. Par contre, il y a une région ici, dans la direction de la constellation du Cygne, qu'on voit bien tous les étés. Voilà le Cygne avec un montage infrarouge, radio, etc., qui vous montre quand même qu'il y a pas mal d'activités. C'est une des régions qui forme beaucoup d'étoiles à l'heure actuelle, donc c'est une mini flambée d'étoiles. Pas si mini que ça, hein, parce qu'on a formé quelque chose comme des millions d'étoiles depuis 5-6 millions d'années à peu près. Et la surprise a été qu'on a trouvé qu'avec Fermi, toute la cavité ici, qui a été sculptée par la formation de toutes les étoiles qui sont là, des milliers, cette cavité est remplie de rayons gamma parce qu'elle est remplie de rayons cosmiques. Donc on a un petit exemple ici, je dirais à domicile, bien que ce soit à 3000 années-lumière de nous. On a un petit exemple pour essayer de comprendre justement ce couplage de comment les particules de haute énergie qui sont générées par l'activité des étoiles va modifier la génération suivante d'étoiles. Donc ça, c'était le volet accélération de type surf, c'est-à-dire qu'on joue à cache-cache avec les ondes de choc. Il y avait un troisième sport, hein, on a fait le vélo, on a fait le surf, il y avait un troisième sport qui consistait à faire du ski et à se laisser glisser et tomber dans le champ de gravité d'un objet. Alors, quand c'est un objet comme la Terre, on connaît. Vous pouvez, si vous faites la piste de l'Alpe d'Huez, qui est la plus longue d'Europe, vous allez tirer 1700 watts de la descente, pas beaucoup. Si vous faites ça près d'un trou noir au centre, ici, notamment Cygnus X1, qui est notre prototype, vous allez tirer 10 puissance 28 kW. Donc, c'est un tout petit peu plus pour faire du ski. Mais par contre, c'est plus difficile, parce que pour faire le trou noir, il ne faut pas qu'on ait la Terre, il faut que vous preniez toute la Terre, et vous ne la mettez pas dans l'atoll de Tahitien de tout à l'heure, mais vous la mettez dans la taille d'un sucre pour faire le trou noir. Ça vous donne l'ordre de grandeur. Donc, quand vous tombez sur un trou noir, et ça c'était la gravure de Edgar Poe dans ses livres, il avait très bien anticipé qu'on allait pouvoir étudier la chute de ski autour d'un trou noir, une partie de l'énergie, qui est de l'ordre de 10% à peu près, va se retrouver collimatée et
éjectés sous forme de jets très puissants. En fait, c'est le même principe que le vélo de tout à l'heure, c'est la dynamo, sauf que ça n'est plus le champ magnétique intrinsèque du trou noir, il n'en a pas. Par contre, c'est le champ magnétique apporté par toute la matière qui va venir s'entortiller ici, tourner, et en tournant, vous faites une dynamo de vélo, et vous allez pouvoir accélérer, faire un courant électrique, une différence de potentiel qui va accélérer les particules et les éjecter. Le principe, on pense qu'on l'a compris, mais au-delà de ça, on est très très mal. Que ce soit dans les pulsars ou que ce soit dans les trous noirs, le principe de la dynamo n'est absolument pas bien compris encore. Il y a des tonnes d'analyses là-dessus qui se mordent les doigts. Donc vous avez ces deux types de trous noirs. On avait deux types d'explosions d'étoiles tout à l'heure, les petites et les grandes. Ici, on a deux types de trous noirs. On a les trous noirs d'origine stellaire qui viennent de la fin de vie du cœur d'une grande étoile qui a explosé en supernova. Et puis, vous avez les trous noirs qui sont enfouis au centre des galaxies. On pense qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les galaxies ont leur petit trou noir favori au centre, mais qui est à gauche des trous noirs stellaires de l'ordre de 10 fois la masse du Soleil, et à droite, vous êtes plutôt dans la catégorie du million de masses solaires, ça c'est notre galaxie, voire centaines ou milliards de fois la masse du Soleil. Ce sont pour les galaxies qui ont des gros trous noirs très actifs au centre. Alors, je peux vous montrer ce film qu'on connaît bien maintenant, mais il n'y en a pas de plus beau, il y en a un en préparation, mais il n'est pas encore prêt, de montrer le mouvement des étoiles autour du trou noir du centre de notre galaxie. On a 4 millions de fois la masse du Soleil, là, et vous voyez que les lois de Kepler sont parfaitement vérifiées, sauf qu'il n'y a rien. Or, en radio, on s'est approché à une vingtaine de fois le rayon du trou noir. C'est-à-dire qu'on a vraiment regardé des choses très 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 près de l'horizon du trou noir. On est juste à 20 fois la taille de l'horizon du trou noir. Donc, et on commence même à voir que c'est un peu allongé. Vous avez quelque chose qui est presque garanti, c'est-à-dire qu'on mettrait tous notre main au feu qu'il y a vraiment un trou noir à cet endroit-là. C'est un des meilleurs cas qu'on ait. Donc, mais ce qui est une chose très intéressante, ce sont des données récentes qui vous montrent ici la puissance qu'on mesure, oubliez les unités, c'est pas grave, mais c'est la puissance qu'on mesure dans le jet en fonction de la puissance qu'il y a dans la chute du ski, dans les pistes de ski descendantes. Et vous voyez que si on prend les trous noirs stellaires ou si on prend les trous noirs géants au centre des galaxies, bien on a une très bonne relation entre les deux qui vous dit qu'en gros, il y a 10% de l'énergie de la piste de ski qui passe dans l'énergie de l'éjection du jet. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre. Il y a quelque chose qui est la trame même de l'espace et du temps autour de cet objet et de la rotation du champ magnétique qui fait qu'on a une dynamo qui a à peu près les mêmes propriétés alors qu'on a des objets totalement différents. Un petit trou noir ou des grands trous noirs. Les trous noirs supermassifs, on fait des progrès en ce moment pour essayer de les capter le plus loin possible dans le temps, c'est-à-dire à des distances les plus importantes. Le record pour l'instant, c'est une combinaison de mesures par Hubble, Chandra et Spitzer qui ont réussi à trouver l'activité de trous noirs qui a à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang. Et ça, c'est important, ce n'est pas juste pour faire un record dans le livre de Guinness, c'est parce qu'on ne sait pas de la poule et de l'œuf ce qui marche. C'est-à-dire, est-ce que les trous noirs se sont forgés parce que les galaxies autour les ont alimentés en gaz et qu'au centre, ils ont été alimentés, ou est-ce qu'ils étaient là avant et que ce sont les galaxies qui se sont accrétées et qui se sont mises en place autour de grands puits d'espace-temps qui étaient déjà là au préalable et qui seraient les trous noirs. Donc, il y a une histoire de poule et d'œuf, et donc, il faut comprendre ce qui se passe dans les zones les plus reculées de l'espace et du temps pour nous, pour essayer de comprendre, voire même, est-ce qu'on pouvait faire des trous noirs avec un effondrement direct du gaz de ces époques-là? C'est-à-dire ne même pas passer par les étapes étoiles, etc., parce qu'en 1 milliard d'années, on n'a pas tout le temps de faire des galaxies, de former des étoiles, d'alimenter la bête centrale et de la faire grandir. Une autre chose qu'on vient de trouver, qui n'est pas encore publiée, donc vous ne le propagez pas trop, c'est le fait qu'on vient de mesurer 4-5 trous noirs avec Fermi, qui sont des trous noirs de la catégorie de 100 millions à même jusqu'à 7 milliards de masses solaires, et qu'on a mesurés, alors pas aussi loin que ceux-là, mais c'était il y a 12,5 milliards d'années qu'ils étaient actifs, parce qu'on voit des éruptions. Et ça nous informe qu'autant aujourd'hui, il y a à peu près 10%
des grands trous noirs qui sont actifs. Si on regarde les galaxies pas trop loin de nous, dans le passé, c'était plus de la moitié des galaxies qui étaient très actives au point de faire des jets qu'on observe en rayons gamma. Ce qui veut dire que le passé de ces grands trous noirs était extrêmement actif et extrêmement tumultueux. Vous gardez ça dans un petit coin parce que je vais m'en servir dans un instant. Dans les trous noirs stellaires, vous avez plusieurs types d'activités. Alors, vous avez les trous noirs qui toussent. Ici, vous avez une petite éruption d'un trou noir stellaire dans notre galaxie, et la lumière, l'écho de lumière qui part autour. Ici, vous avez aussi un trou noir 3C279, hyper connu pour ceux qui font des rayons gamma, c'est le plus brillant, qui en 2015 a eu une éruption très brutale, très forte. Donc ça, c'est l'activité de type je tousse. Vous avez l'activité de type je crache. Alors ça, c'était le résultat qu'avait obtenu Félix Mirabel en 1994, où il a pu effectivement en radio voir l'éruption de ce qui n'est pas encore un jet, mais vraiment l'éjection de matériaux. Et ici, vous avez la même activité pour un trou noir supermassif, où vous voyez le jet qui envoie des grumeaux de particules et de matière à grande distance, avec quelque chose qui est éruptif et qui est impulsif, ça n'est pas du tout continu. Et puis, vous avez les trous noirs qui éjectent beaucoup plus continuellement. Ici, vous avez un trou noir stellaire qui a éjecté très continuellement, on le suit régulièrement, il faut qu'il avale à peu près une lune par an pour arriver à maintenir ces grands jets. Vous voyez ces jets qui s'étirent sur quelques années-lumière seulement, parce que c'est un petit trou noir stellaire, mais qui arrive quand même à propulser les particules à 280 000 km par seconde. Hein. Donc il est quand même très actif au centre. Et puis ces grands jets magnifiques qu'on observe en combinant la radio en rose et les images optiques en blanc. Et vous voyez donc des jets qui là ne sont plus d'années-lumière, parce que là on parle de trous noirs supermassifs, mais qui s'étirent sur des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière, et qui eux s'approchent très nettement de la vitesse de la lumière. Mais pour eux, il faut qu'ils avalent à peu près un soleil par an. Ce n'est pas une lune par an pour faire le petit trou noir de gauche, c'est plutôt un soleil par an qu'il faut pour alimenter ces grands jets. Et une surprise qui vient de faire mi-récemment, on pensait tous que le cœur de l'énergie viendrait de plus près de l'horizon du trou noir que dans toutes les autres formes de lumière. Eh ben non. Le maximum d'émissions gamma a l'air d'être relié à quelque chose qui se passe à 50 années-lumière à peu près du trou noir lui-même. Pourquoi ? On ne sait pas. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi l'accélération marche mieux à cet endroit-là. Encore un puzzle que nous envoie Fermi. Et puis notre galaxie n'est pas en reste. Vous la voyez ici, donc l'image du ciel vue par Fermi. On a enlevé tout ce qu'on savait et on est resté à la tête de ces deux grandes bulles que les artistes ont représentées comme nos jets, l'activité de notre trou noir central favori, Sagittarius A star, qui envoie de la matière, on ne sait pas quoi, on suppose que ce sont des électrons, mais on ne sait pas très bien encore, et qui envoie, donc c'est peut-être l'activité du trou noir central, c'est peut-être aussi, comme l'image de tout à l'heure, le vent de gaz des régions centrales, parce qu'il y a beaucoup de formations d'étoiles dans les régions centrales, et poussé par les rayons cosmiques, qui va se promener. Ces vents que je vous montrais sur la galaxie active tout à l'heure. Donc, activité du trou noir central ou activité stellaire poussée par les rayons cosmiques, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que quelque chose sort des régions centrales de la galaxie à la modeste vitesse de 3 millions de km/h. Mais c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On ne sait pas l'origine exacte de ces bulles même. C'est vrai que c'est tentant de penser que c'est le trou noir parce que ça y ressemble beaucoup, mais ça n'est qu'une ressemblance morphologique. Donc ces trous noirs, tous, crachent, éjectent, et puis récemment, on a ajouté une activité, ils dansent, puisqu'on vient de voir, grâce aux événements gravitationnels détectés par LIGO, qu'on avait donc j'en ai deux ici, mais il y en a plusieurs événements de coalescence d'objets, de trous noirs, avec une surprise qui était que la première coalescence qui avait été détectée le 14 septembre 2015 était un couple de trous noirs avec des masses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. On parlait de masses de 10 masses solaires, on parlait de 100 millions de masses solaires, mais les 40 masses solaires n'étaient pas dans le bestiaire des trous noirs qu'on connaissait. Donc il va falloir qu'on comprenne un petit peu mieux comment ils peuvent vivre et comment on a pu aboutir à ces quantités de matière-là. Et puis, on connaît la danse des grands trous noirs, des supermassifs. Vous avez ici une image prise par Chandra il y a quelques années d'un couple de trous noirs géants
qui tournent l'un autour de l'autre et qui va fusionner un jour. Donc cette activité de danse impacte notre environnement direct, puisque c'est même comme ça qu'on va détecter, puisque la coalescence envoie des ondes de gravitationnelles, c'est-à-dire que ça distord l'espace et le temps autour du ballet, du couple qui danse au milieu, et que du coup la Terre va se retrouver triturée, un petit peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, c'est un double mouvement. Et donc si vous mettez des détecteurs du type LIGO ou Virgo dessus, c'est-à-dire qu'en gros vous mesurez des distances dans deux directions, ces distances vont bouger comme ça, comme ça, comme ça, de manière totalement infime. Mais vous voyez que ces trous noirs qui sont très lointains de nous ont un impact par la déformation même de l'espace et du temps sur nous. Donc il va falloir qu'on commence à réfléchir à quel est l'impact. Ça commence, il y a des tas de gens qui font des calculs. Je ne peux pas trop vous en parler, ce n'est pas ma partie, mais qui commencent à essayer de voir quel est l'impact de toutes ces perturbations de l'espace et du temps sur l'évolution cumulée de l'univers. Et là où Fermi va nous aider à faire un pas de plus, c'est qu'on a détecté beaucoup de pulsars nouveaux en rayon gamma avec Fermi ces 5 dernières années, et notamment des pulsars qui sont extrêmement réguliers dans leur rotation. Ce sont des horloges fabuleuses, et donc on va pouvoir commencer avec les radiotélescopes à faire, c'est déjà en programmation, enfin ils ont commencé à prendre les données aux États-Unis et en Europe, et à regarder les ballottements de la Terre par rapport à ces pulsars. C'est-à-dire, on va se promener un peu à droite, un peu à gauche, et en regardant le mouvement cohérent entre le fait que si on part à droite, ces deux pulsars vont nous dire « attention, vous avez bougé », puis si on part à gauche, ces deux pulsars-là vont le dire. Quand vous avez un réseau de pulsars, on va pouvoir suivre les mouvements de la barque Terre au gré des vagues, et du coup pouvoir mesurer un peu ce substrat de déformation gravitationnelle qu'il y a partout en dessous. Donc pour avancer et finir, donc on a vu que un peu le côté hors norme de cette activité, mais en quoi cette activité peut-elle perturber l'évolution future du gaz qui va former les étoiles ou des galaxies quand on parle des grands trous noirs. Bien, vous voyez à gauche ici l'activité de notre Cygnus X1 favori, le trou noir stellaire. Vous voyez que là il a son jet, c'est ce qu'on vous montrait, mais vous voyez que si je vais beaucoup plus loin, 25 années-lumière plus loin, voilà ce qu'il a fait, c'est-à-dire que le jet est allé faire une onde de choc qui se promène. Vous le voyez ici en onde radio, vous la voyez ici en onde optique, un montage optique qui vous montre que le gaz a été chauffé, ionisé, poussé, perturbé. Et vous voyez qu'un seul petit trou noir ici a pu avoir une action à distance, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a prise ici sur un objet qui fait quelques kilomètres, on va pouvoir la retransporter ailleurs et aller embêter le gaz sur sa vie tranquille un peu plus loin. Alors vous faites ça sur des dizaines d'années-lumière avec un petit trou noir ou avec des jets d'étoiles à neutrons si vous en avez, et vous faites ça sur des centaines de milliers d'années-lumière quand vous avez un grand trou noir. Là, vous embêtez le gaz galactique, là, vous embêtez le gaz intergalactique. Et donc, vous avez des actions à distance très importantes. Et ces actions à distance, on les visualise le mieux sur des grands objets. Donc là, je passe que sur les trous noirs supermassifs. Vous en avez un à gauche. Vous voyez en rayons X, en bleu, toute la matière. Alors, je devrais commencer. En blanc, vous avez les galaxies. Donc, on est dans un amas de galaxies. En bleu, vous voyez tout le gaz entre les galaxies, qui, je vous rappelle, est 10 fois plus important que le gaz qui est prisonnier dans les galaxies. C'est le réservoir dont vous allez former les nouvelles galaxies demain. Et puis, vous voyez en rose les jets radio d'une galaxie avec son trou noir central qui éjecte. Et vous voyez que si vous enlevez le rose, vous avez des grandes cavités ici. Là, vous avez un autre exemple où vous voyez ces grandes cavités qui ont été faites sur des centaines de milliers d'années-lumière. C'est-à-dire que ces objets ne sont pas du tout anodins. Ils ont leur destin, on essaie de les comprendre, on ne comprend rien à leur activité, on ne comprend pas comment ils arrivent à faire ces énergies. Mais là, vous voyez sur ces images qu'ils participent entièrement au destin de l'univers, parce que le gaz qui habite là, il ne va pas pouvoir tomber facilement sur la galaxie pour l'alimenter et faire de nouvelles étoiles, voire de nouvelles galaxies. Voilà un cas isolé. Vous voyez ici un autre exemple d'un amas de galaxies, où en rose, cette fois-ci, c'est le bleu d'à gauche, c'est-à-dire le gaz intergalactique, avec les grands trous qui ont été littéralement perforés par les jets des grands trous noirs. Et en fait, ce sont des jets à répétition. Il y a eu 3 épisodes de trous
sur 50 millions d'années. C'est-à-dire que vous injectez sans arrêt de la pagaille, de l'énergie et la capacité de modifier ce gaz sur de très très grandes distances. Voilà un autre exemple où vous avez ici les cavités et l'amas de galaxies. Et depuis 7 milliards d'années, il y a une galaxie au centre ici avec son activité de jet qui contrôle entièrement tout ce qui se passe dans son environnement. C'est-à-dire il faut que le gaz pleuve, descende gentiment sur une galaxie pour la nourrir, pour l'alimenter. Cette galaxie centrale embête toutes ses voisines. Elle n'arrête pas d'empêcher le gaz de redescendre sur les galaxies voisines. Ça veut dire qu'elle a avorté complètement la croissance de ses voisines. Donc vous voyez que ces objets sont des raretés, des phénomènes très importants pour nous pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue d'accélération, mais aussi on commence à voir, et on a besoin de ça pour comprendre l'évolution de l'univers. Voilà un autre exemple avec le gaz intergalactique en bleu, les jets qui ont perforé ça en rose, avec les galaxies en optique en jaune. Et si vous prenez cette image-là et que vous regardez les ondes de choc qui se promènent, pas simplement le fait que le jet avait de l'énergie, etc., simplement l'onde de choc, il a poussé les murs, il a fait des bangs. Et bien vous voyez toutes ces ondes de choc, regardez, il y en a partout, à la dimension de la galaxie, c'est extrêmement loin. Vous avez des millions d'années-lumière où le bruit perturbe le gaz. Donc ce sont des choses qu'on commence maintenant, dont on a besoin absolument dans les codes de cosmologie pour étudier l'évolution de l'univers. Mais vous imaginez bien qu'à ce stade, on n'est pas du tout doué pour savoir quelles sont les prescriptions qu'il faut mettre dans ces grands codes pour voir. Alors on tâtonne, on essaye, et il y aura beaucoup de choses qui vont sortir de là. Le dernier tout petit volet qui est plus familier dans ces grands codes pour mettre de la pagaille et empêcher l'univers d'évoluer trop vite, ce sont bien évidemment les interactions, les collisions entre galaxies, les collisions entre objets. Et là, vous en avez un exemple où vous avez cette galaxie et celle-là qui ont été en interaction très forte. Il y a littéralement, la matière a été éjectée sous forme d'un anneau ici. Vous voyez toutes ces étoiles bleues très récentes, très massives qui sont nées. Et en rose, Chandra a trouvé 9 trous noirs stellaires qui se sont faits. Et vous réamorcez la boucle. Parce que les interactions provoquent des phénomènes de formation d'étoiles, des flambées d'étoiles qui forment plein de rayons cosmiques, qui forment plein d'objets d'étoiles à neutrons et plein de trous noirs. Donc vous voyez que chaque fois que vous tournez votre cuillère dans la soupe, il va se passer des choses. Et ces carambolages, on les a à des très très grandes échelles, puisque vous les avez ici, le carambolage d'un amas de galaxies avec un autre. Et vous voyez que le gaz en rose ici, le bleu c'est la distribution de matière dans ces amas de galaxies, donc le gros de la matière gravitationnelle, pas du tout du gaz. Et vous voyez que le gaz en rose a été extrêmement violemment perturbé par la collision de ces deux grands amas de galaxies. Donc tous ces phénomènes, et en vert, ce que vous voyez, ce sont tous les jets des trous noirs. Vous voyez que c'est macroscopiquement important en taille par rapport à l'évolution de ces plus grands objets de l'univers que sont les amas de galaxies. Donc il y a vraiment un volet important qui commence à se dessiner aujourd'hui et qui est totalement couplé avec toutes les analyses qu'on peut faire sur comment marchent ces objets à haute énergie, pour comprendre comment, en physique, on peut accélérer les choses, parce qu'honnêtement, on ne va pas faire des énergies aussi colossales dans des laboratoires pour tester ce qui se passe, c'est totalement impossible. Donc on essaie d'utiliser l'univers comme laboratoire ultime pour étudier des phénomènes hors normes, comme l'accélération des particules, avec des doses d'énergie pareilles, mais il y a aussi une tension qui arrive aujourd'hui de plus en plus, qui est que ces explosions, ces jets, ne sont pas du tout des épiphénomènes qui restent dans leur petit coin, qu'on étudierait comme les scientifiques adorent quand ils ne savent pas, il était une fois une vache sphérique, isolée dans l'espace et n'ayant aucune interaction avec le milieu extérieur, mais plutôt une vision à la Van Gogh, c'est-à-dire que tout est couplé et que ces objets de haute énergie ne sont pas seulement des anomalies, mais participent pleinement de l'évolution et ont un impact important sur l'évolution de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on verra bien dans 20 ans, puisque tout à l'heure on a donné rendez-vous pour dans 20 ans pour Jupiter, dans 20 ans où en seront ces recherches pour essayer de comprendre en quoi ces objets ont fait avancer notre compréhension. Merci.